À Windhoek, à 11 heures précises, 2 lignes d'un décret présidentiel suffisent à faire basculer une matinée ordinaire et à déclencher une onde de choc immédiate. En quelques minutes, l'uranium recule de 3,2%, tandis que Londres, Pékin et Johannesburg recalculent leurs expositions, comme si un siècle d'équilibre venait d'être fissuré par un geste sec. Et vous, face à ce mouvement de chiffres, qu'est-ce qui changerait concrètement dans votre quotidien si l'on lit ce signal en miroir avec Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Car derrière l'apparente technicité, une question s'ouvre. Qui impose désormais les règles et à quel prix? La promesse de ce récit est simple. Comprendre, sans jargon inutile, pourquoi un décret apparemment technique peut déplacer des milliards et transformer des vies ordinaires. En quelques minutes, vous saurez lire ce que ces annonces disent réellement du pouvoir, de la souveraineté et des rapports de force économiques qui structurent encore l'Afrique. L'enjeu dépasse largement la Namibie. Il touche à la manière dont des États longtemps considérés comme stables découvrent que cette stabilité profitait surtout à des contrats figés. En observant ce moment précis, puis en le mettant en perspective avec le précédent d'Ibrahim Traoré, il devient possible de distinguer un simple geste politique d'un basculement structurel. Ce qui se joue ici n'est ni idéologique ni abstrait. Ce sont des règles concrètes qui déterminent l'emploi, les revenus publics et l'avenir de générations entières. Reste une question centrale que tout le reste devra éclairer. Pourquoi maintenant et pourquoi ce geste précis? De fait, et annoncé à 11 heures précises, révèle immédiatement l'ampleur du séisme. La chute instantanée de 3,2% du cours de l'uranium et un communiqué présidentiel réduit à 2 phrases. Ces chiffres suffisent à comprendre que Windhoek n'a pas déclenché un simple ajustement administratif, mais un déplacement de centre de gravité économique que les marchés ont perçu avant même les opinions publiques. Pour saisir ce basculement, il faut revenir à l'image de stabilité longtemps associée à la Namibie. Depuis les années 1990, le pays était présenté comme un modèle de continuité institutionnelle, rassurant pour les investisseurs et prévisible pour les partenaires étrangers. Cette réputation masquait pourtant une réalité plus étroite. Des contrats miniers rarement renégociés, des exemptions fiscales étendues et une captation locale des bénéfices limités. La décision de la présidente Nandinto agit comme un révélateur. En reprenant directement le contrôle du ministère des Mines et de l'Énergie, elle expose publiquement ce qui restait jusqu'alors enfoui dans des annexes contractuelles. Ce geste transforme une stabilité passive en souveraineté mesurable, lisible à travers des données plutôt qu'à travers des slogans. C'est précisément à ce point que le parallèle avec Ibrahim Traoré s'impose. Au Burkina Faso, 3 ans plus tôt, un acte similaire avait montré qu'une rupture n'est crédible que lorsqu'elle rend visibles les chiffres et les règles. La Namibie n'invente pas un modèle, elle démontre que la stabilité pouvait aussi être une forme de dépendance silencieuse. Pour comprendre comment une décision institutionnelle se traduit dans la vie réelle, il faut quitter les chiffres et suivre des trajectoires concrètes. Dans une mine proche de Swakopmund, un technicien raconte que pendant des années, les cadences d'extraction étaient fixées depuis l'étranger, sans discussion possible sur les salaires ni sur la sécurité. Les profits repartaient vers des sièges lointains, tandis que les routes reliant les villages voisins restaient dégradées. L'annonce présidentielle change pour lui une perspective simple. Sa qualification pourrait enfin avoir une valeur reconnue localement. Un autre témoignage apparaît à la télévision nationale. Une mère vivant à plusieurs heures de Windhoek explique que son fils travaille pour une entreprise minière enregistrée à Zurich. Lorsqu'un problème survient,
Les décisions passent par une chaîne d'intermédiaires si longue que les réponses arrivent comme elles arrivent trop tard. La reprise de contrôle du ministère n'est pas, pour elle, une abstraction juridique, mais l'espoir que les décisions commencent à répondre aux réalités namibiennes. Ces récits esquissent un premier impact tangible. Ils montrent que le décret ne vise pas seulement des équilibres macroéconomiques, mais des situations ordinaires longtemps figées. Derrière chaque clause renégociée, une question simple se pose désormais. À qui profite réellement la stabilité? Le déclencheur survient tôt dans la matinée, presque sans mise en scène. Un communiqué bref circule, deux lignes sèches, un ton neutre qui évoque une réorganisation au sommet de l'État. Les rédactions pensent d'abord à une routine institutionnelle, un ajustement interne comme il en existe tant. Rien, à ce stade, ne laisse présager une rupture majeure. Puis, en quelques minutes, l'information précise tombe. Le vice-premier ministre est destitué et le ministère des Mines et de l'Énergie passe sous contrôle direct de la présidente. Le signal est discret, mais il est tôt le compris par ceux qui savent lire entre les lignes. Très vite, les chancelleries s'agitent. À Londres, des analystes recalculent les risques contractuels liés aux concessions namibiennes. À Johannesburg, les salles de marché se tendent, conscientes que toute modification du cadre extractif peut provoquer un effet domino. À Pékin, les téléphones sonnent sans interruption, car la stabilité d'approvisionnement est un paramètre stratégique. La Namibie, réputée prévisible depuis des décennies, rappelle soudain que cette prévisibilité reposait sur des règles qui peuvent être réécrites. Le pic intervient à 11 heures précises. La télévision nationale diffuse un extrait de l'allocution prévue le soir même. Deux phrases seulement, mais suffisamment claires pour provoquer une réaction immédiate. Le cours de l'uranium chute de 3,2% en quelques minutes. Ce mouvement n'est pas une panique irrationnelle. Il traduit une compréhension nette de l'enjeu. Les marchés saisissent que ce qui est remis en cause, ce ne sont pas seulement des personnes, mais des clauses, des exemptions et des équilibres hérités d'un autre temps. Dans les bureaux de Johannesburg, certains parlent déjà d'un précédent dangereux. À Londres, les flux d'ordre se figent, comme si l'incertitude devenait elle-même une donnée stratégique. Et cette réaction rapide confirme une chose, le système extractif comprend parfaitement la portée du geste, même avant que le public n'en mesure toutes les implications. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux africains, un autre mouvement se dessine. Le mot souveraineté grimpe parmi les tendances. Des vidéos de mineurs namibiens circulent, décrivant des années de contrats opaques et de profits expatriés. Un syndicaliste rappelle que, depuis 1990, les routes construites menaient davantage au port qu'au village. Une étudiante de Windhoek écrit qu'on leur a appris à accepter la dépendance comme une fatalité. Ce message devient viral, car il met des mots simples sur une réalité longtemps ressentie. La rémanence commence alors. Le soir venu, lorsque la présidente apparaît à l'écran, la tension est déjà installée. Elle ne lit aucune note, elle énonce des faits. Exonération fiscale prolongée, audit lancé en amont, bénéfices captés à l'étranger. Cette sobriété renforce la crédibilité du geste. Dans cette séquence, certains observateurs reconnaissent un écho clair au précédent d'Ibrahim Traoré, qui avait montré que rompre un cycle de dépendance passe par une cohérence obstinée plus que par un discours spectaculaire. Ici, la journée ne s'achève pas avec l'annonce. Elle ouvre une période où chaque acteur doit désormais se repositionner. Le premier chiffre, mis en avant par l'audit préliminaire, concerne la production annuelle d'uranium, environ 2000 tonnes extraites chaque année en Namibie. À l'échelle mondiale, ce volume est significatif, mais il ne se traduit que par des redevances limitées pour le budget national. En d'autres termes,
Une ressource stratégique quitte le territoire sans générer des revenus proportionnels pour financer les services publics. Ce décalage explique pourquoi une simple et donnée web, plannonce politique a suffi à faire réagir les marchés. La valeur produite et la valeur captée ne coïncidaient plus. Le deuxième chiffre porte sur les diamants. Chaque année, environ 1,4 million de carats sont extraits du sol namibien. Pendant des décennies, l'essentiel de ces pierres était exporté à l'état brut avant d'être taillé et valorisé ailleurs. Ce schéma empêchait la création de filières locales capables de générer des emplois qualifiés et des revenus durables. La donnée révèle une réalité simple. La richesse existait, mais la chaîne de valeur était volontairement interrompue avant d'atteindre l'économie nationale. Le troisième chiffre est sans doute le plus frappant. Plus de 40 milliards de dollars ont quitté le territoire entre 1995 et 2024, sous forme de dividendes, d'optimisation fiscale et de contrats défavorables jamais renégociés. Pour un pays de moins de 3 millions d'habitants, cette somme équivaut à plusieurs décennies d'investissements publics manqués. Un juriste résume l'impact en une formule concise. Ces montants représentent des écoles non construites, des hôpitaux absents et des infrastructures repoussées à plus tard. Pris séparément, ces chiffres peuvent sans doute sembler techniques. Ensemble, ils composent un diagnostic clair. La Namibie n'était pas pauvre en ressources, mais pauvre en capacité de négociation et de contrôle. Et c'est cette lecture combinée qui transforme un décret en acte structurant. Il ne s'agit plus d'affirmer une souveraineté abstraite, mais de corriger des écarts mesurables entre production et bénéfices réels. La présidente Nandinto insiste sur un point précis. Récupérer même 15% de revenus supplémentaires sur l'ensemble du secteur minier pourrait modifier sensiblement plusieurs indicateurs sociaux. Une telle hausse permettrait de réduire le chômage des jeunes, d'augmenter les budgets éducatifs et de financer des infrastructures longtemps différées. Le chiffre n'est pas présenté comme une promesse, mais comme un ordre de grandeur destiné à rendre le débat vérifiable. Cette approche par la donnée rappelle un précédent régional, lorsqu'Ibrahim Traoré avait imposé une relecture complète des accords aurifères au Burkina Faso. Il avait lui aussi mis en avant des écarts chiffrés pour justifier la réforme. Dans les deux cas, la logique est identique: rendre visibles les déséquilibres afin que les choix politiques puissent être évalués, comparés et contestés sur des bases factuelles. La conséquence immédiate de cette transparence est un changement de posture collective. Les journalistes réclament désormais l'accès aux contrats. Les universitaires analysent les flux financiers ligne par ligne. Les citoyens découvrent que la souveraineté peut se suivre comme un indicateur et non comme un slogan. À partir de là, une question devient inévitable. Si les chiffres étaient non connus depuis longtemps, pourquoi a-t-il fallu attendre ce moment précis pour les rendre centraux? La première critique, formulée par les cercles financiers internationaux, repose sur un argument classique. Selon eux, toute remise en cause du cadre extractif risque de provoquer une fuite des capitaux. Les investisseurs, disent-ils, privilégient la prévisibilité à la souveraineté. Modifier les règles en cours de route créerait une incertitude juridique susceptible de ralentir la croissance, de tendre la monnaie et de réduire l'accès au financement extérieur. Cette lecture s'appuie sur 30 ans de discours présentant l'ouverture totale comme une condition incontournable du développement. Une deuxième critique émane de certains économistes africains. Elle se veut plus prudente que hostile. Centraliser le ministère des Mines et de l'Énergie pourrait, selon eux, concentrer excessivement le pouvoir et créer de nouvelles zones d'opacité. Ils redoutent qu'un État de taille moyenne, agissant seul, se retrouve isolé dans des arbitrages internationaux défavorables. Leur inquiétude n'est pas idéologique,
Elle repose sur l'idée qu'une rupture mal coordonnée peut fragiliser des institutions encore en consolidation. Ces deux critiques méritent d'être prises au sérieux. Elles constituent le meilleur argument contre la décision de Nandinto, car elles s'appuient sur des risques réels et observables ailleurs. Mais la réponse apportée par la présidente ne cherche pas à les contourner, elle les affronte par les données. Elle rappelle d'abord que les investisseurs ne fuient pas la souveraineté, mais l'irrégularité. Les contrats opaques, les exemptions fiscales de 20 ans et les clauses non renégociables créent en réalité une instabilité latente masquée par des apparences de continuité. Elle souligne ensuite que la croissance moyenne enregistrée sur 3 décennies, malgré l'ouverture maximale aux capitaux étrangers, n'a pas réduit le chômage structurel. Si ce modèle avait été efficace, les indicateurs sociaux auraient évolué. Or, ils sont restés largement figés. Enfin, elle démontre que la centralisation n'est pas une fin en soi, mais une étape transitoire destinée à clarifier les responsabilités avant de les redistribuer dans un cadre contrôlable. Cette logique rappelle un précédent déjà observé au Burkina Faso. Lorsque Ibrahim Traoré avait engagé une relecture des accords aurifères, les mêmes critiques avaient été formulées. Pourtant, les échanges n'avaient pas cessé. Ils avaient simplement changé de règles. Le cœur du Stillman est là. La souveraineté n'est pas une prise de risque aveugle, mais une correction rationnelle d'un modèle qui ne produisait plus les résultats promis. Ce détail, passé inaperçu dans les premières heures, change pourtant la nature même de la décision. Le décret publié le matin transfère la première instance de tous les litiges miniers vers les tribunaux nationaux. En une phrase juridique, des décennies d'arbitrages internationaux deviennent secondaires. Jusqu'ici, les différends quittaient presque automatiquement le territoire pour être jugés ailleurs, selon des règles souvent inaccessibles au public namibien. Cette bascule juridictionnelle modifie profondément le rapport de force. Les entreprises savent désormais que les conflits seront examinés localement avec des audiences publiques et des documents consultables. L'État, de son côté, récupère un levier essentiel, la capacité d'interpréter et d'appliquer ses propres règles sans intermédiaire. Ce changement ne repose pas sur un discours politique, mais sur une architecture procédurale qui s'impose à tous les acteurs. C'est ici que le parallèle avec Ibrahim Traoré devient décisif. Au Burkina Faso, le recentrage des litiges économiques sous souveraineté nationale avait contraint les partenaires à négocier sur un terrain qu'ils ne pouvaient plus contourner. La Namibie emprunte une voie différente, strictement juridique, mais poursuit la même logique, rendre la souveraineté opérationnelle, non symbolique. Le midpoint du récit se révèle alors clairement. Il ne s'agit plus de convaincre les marchés ou l'opinion, mais d'installer un cadre dont les effets se déploieront mécaniquement. À partir de ce moment, la question n'est plus de savoir si la décision est audacieuse, mais comment chaque acteur va s'y adapter, concrètement et durablement. Pour les citoyens namibiens, l'effet le plus immédiat est juridique mais profondément concret. Dans les villages miniers, les habitants comprennent que leurs plaintes ne quitteront plus le pays pour être traitées dans des tribunaux lointains. Les mineurs, longtemps habitués à voir leurs litiges jugés à Londres ou à Zurich, savent désormais que les audiences auront lieu sur leur sol, dans une langue et un cadre accessibles. Cette proximité transforme une idée abstraite, la souveraineté, en expérience quotidienne mesurable. Du côté des entreprises nationales, le décret ouvre un espace inédit. Les petites et moyennes structures, longtemps cantonnées à des rôles de sous-traitance, anticipent l'émergence de filières de transformation locale. Des ingénieurs et des géologues formés en Namibie voient apparaître des opportunités que les anciennes concessions ne prévoyaient pas. Pour la première fois, investir dans la chaîne de valeur pourrait rapporter davantage que l'exportation brute.
ce qui modifie les calculs économiques internes. Pour les investisseurs internationaux, l'impact est plus contrasté. Certains redoutent une hausse des coûts et une perte de flexibilité contractuelle. D'autres, au contraire, perçoivent dans la clarté juridique un facteur de stabilité à long terme. Les premières analyses publiées à Johannesburg soulignent que l'incertitude initiale pourrait être compensée par un cadre plus lisible où les règles sont explicites et vérifiables. Dans ce contexte, le risque ne disparaît pas, mais il devient quantifiable. À l'échelle régionale, la décision namibienne agit comme un signal. Au Botswana, en Angola et au Mozambique, des commissions internes examinent déjà les clauses mises en avant à Windhoek. À Ouagadougou, les commentateurs évoquent naturellement le précédent d'Ibrahim Traoré, qui avait démontré qu'un pays pouvait redéfinir ses règles sans s'effondrer. Ce parallèle nourrit l'idée qu'une coordination régionale, fondée sur des normes communes de transparence, pourrait émerger. Ces quatre cercles d'impact dessinent une même conclusion. Le décret ne redistribue pas seulement des compétences administratives, il oblige chaque acteur, du citoyen au partenaire international, à recalibrer ses attentes. La souveraineté cesse d'être un mot clé politique pour devenir un paramètre opérationnel, dont les effets se lisent désormais dans des décisions concrètes et observables. Le premier scénario, souvent jugé le plus probable à court terme, est celui d'une stabilisation sous tension. Dans cette trajectoire, la majorité des compagnies minières acceptent d'entrer en renégociation sans suspendre leurs opérations. Elles cherchent des garanties juridiques claires, obtiennent des calendriers de transition et ajustent leurs marges plutôt que de quitter le territoire. Les tribunaux nationaux, désormais compétents, enregistrent un afflux initial de dossiers, mais parviennent à trancher avec une régularité suffisante pour rassurer les partenaires. Les revenus publics augmentent progressivement, permettant de financer des infrastructures visibles sans bouleverser l'équilibre macroéconomique. La souveraineté devient alors une normalité administrative encore discutée mais intégrée. Le deuxième scénario est celui d'un effet domino continental. Ici, la décision namibienne inspire d'autres États d'Afrique australe et sahélienne qui engagent à leur tour des réformes comparables. Une coordination régionale commence à se dessiner autour de normes minimales. Publication des contrats, transformation locale obligatoire, juridiction nationale prioritaire. Les investisseurs, d'abord prudents, comprennent que la stabilité repose moins sur des exceptions avantageuses que sur un cadre partagé. La Namibie se transforme en laboratoire institutionnel observé de près où les arbitrages s'appuient sur des données publiques. Dans cette hypothèse, la rupture cesse d'être isolée et devient une stratégie collective. Le troisième scénario est plus fragile. Pression extérieure, arbitrages hostiles, recul partiel. Sous l'effet combiné de tensions diplomatiques, de recours juridiques et de résistance interne, le gouvernement pourrait ralentir ou suspendre certaines réformes. Les capitaux se retireraient progressivement, la monnaie se tendrait et les importations deviendraient de plus coûteuses. À court terme, le chômage pourrait augmenter, alimentant un discours accusant la réforme d'avoir sacrifié la croissance. Cette trajectoire transformerait la décision en avertissement, rappelant le coût potentiel d'une confrontation mal synchronisée avec l'ordre extractif dominant. Ces, et non, ces trois scénarios ne prétendent-ils pas prédire l'avenir. Ils offrent un cadre de lecture conditionnel. Si les institutions tiennent et si la cohérence est maintenue, alors la souveraineté s'enracine. Si la pression l'emporte et que les règles se fragmentent, alors le recul devient possible. La clé n'est donc pas le scénario lui-même, mais la continuité des décisions qui suivront ce premier geste. À première vue,
Ce qui se joue en Namibie peut sembler éloigné de la vie de celles et ceux qui observent depuis un autre pays. Pourtant, trois cercles d'impact montrent que cette décision résonne bien au-delà de Windhoek, car elle touche à des mécanismes universels de pouvoir et de responsabilité. Le premier cercle concerne celles et ceux qui vivent sur la ligne de fracture économique: mineurs, pêcheurs, travailleurs des zones périphériques connaissent intimement la contradiction entre territoire riche et vie précaire. Lorsque l'État affirme que chaque contrat doit désormais être lisible et chaque litige jugé localement, ils y voient une promesse mesurable. Pour eux, la souveraineté n'est pas un débat théorique, mais la possibilité que les routes, les écoles et les dispensaires cessent d'être des projets différés. Le deuxième cercle touche la génération urbaine et diplômée. Étudiants, jeunes travailleurs et cadres précaires suivent cette séquence avec une attention particulière. Ils cherchent à savoir si leurs compétences serviront à construire une économie locale ou à alimenter un nouvel exode. Les chiffres publiés, les comparaisons régionales et les précédents récents nourrissent leurs discussions. Ils comprennent que la bataille des contrats conditionne la nature même des emplois disponibles demain. Le troisième cercle inclut celles et ceux qui observent depuis d'autres régions du monde. Ils reconnaissent un schéma familier, des décisions prises ailleurs, dans des cadres opaques qui façonnent pourtant des existences locales. L'exemple namibien agit alors comme un rappel. Les clauses, les exemptions et les juridictions comptent souvent plus que les discours officiels. Ces trois cercles convergent vers une même idée. Comprendre les règles invisibles, c'est déjà commencer à les reprendre en main. Et cette prise de conscience dépasse largement un pays ou un continent. Pour éviter que la rupture ne reste symbolique, la présidente Nandinto présente une feuille de route structurée en étapes vérifiables. L'objectif est clair: transformer la souveraineté proclamée en procédure durable et capable de survivre aux pressions politiques et économiques. Chaque mesure est associée à un responsable identifié, à un calendrier précis et à un indicateur mesurable, afin de limiter toute interprétation floue. La première étape concerne la transparence contractuelle. Tous les accords miniers signés depuis 1990 doivent être publiés dans un registre national accessible. Le ministère des Finances pilote l'audit et compare les niveaux de redevance. L'indicateur retenu est simple: la proportion de contrats rendus publics et analysables par des tiers indépendants. La deuxième étape porte sur la renégociation sectorielle. Les entreprises exploitant l'uranium et les diamants sont prioritaires. Les nouvelles clauses doivent inclure des obligations de transformation locale. Le suivi se fait à travers le nombre de contrats amendés et les montants rapatriés dans le budget national. La troisième étape prévoit la création d'un fonds souverain avant la fin de l'année. Une part fixe des revenus extractifs y est versée pour financer l'éducation, la santé et les infrastructures. Le capital accumulé devient l'indicateur central contrôlé par un comité multipartite. La quatrième étape vise la montée en compétences locales. Des programmes universitaires et techniques sont déployés dans les régions minières, avec un suivi du nombre de techniciens et d'ingénieurs formés. Enfin, une cinquième étape engage la coordination régionale. Des plateformes communes de négociation sont proposées aux pays voisins. Cette méthode rappelle celle observée au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré: faire de la souveraineté une suite d'actes cohérents plutôt qu'un slogan ponctuel. À ce stade, la curiosité initiale trouve sa réponse. La décision ne cherche pas l'effet immédiat, mais l'ancrage institutionnel. Tout dépendra désormais de la capacité à maintenir cette cohérence dans le temps. Lorsque l'on repense à la journée qui a tout déclenché, l'image la plus persistante,
n'est ni celle des marchés, ni celle des chiffres. C'est celle, plus discrète, de cette mère évoquée plus tôt, racontant que son fils travaillait pour une entreprise dont le siège se trouvait à Zurich, espérant qu'une décision prise à Windhoek puisse enfin compter pour lui. Cette scène ordinaire devient le fil conducteur du récit namibien, car elle rappelle que derrière chaque décret se cachent des attentes patientes et des vies suspendues. Ce fil humain donne sa profondeur aux gestes politiques. Il montre que la souveraineté n'est pas seulement une affaire de clause ou de juridiction, mais une tentative de reconnecter des décisions abstraites avec des réalités quotidiennes longtemps ignorées. À travers ce regard, la réforme cesse d'être un événement spectaculaire pour devenir une responsabilité continue. À des milliers de kilomètres, un autre souvenir revient dans les conversations africaines, celui d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, dont l'audace avait prouvé qu'un acte répété, cohérent et assumé pouvait transformer une rupture en trajectoire. Le parallèle n'est pas une comparaison mécanique, mais un miroir. Dans les deux cas, il s'agit de nommer ce qui avait été dissimulé et de tenir là où d'autres avaient cédé. Une phrase demeure alors simple et tenace. La dignité n'est jamais négociable. Elle résume l'émotion sous-jacente de ce moment et explique pourquoi ce récit continue de résonner bien au-delà de la Namibie. Lorsque l'écran s'apprête à s'éteindre, il ne reste pas un mot d'ordre, mais une invitation à regarder autrement les décisions publiques. Ce qui s'est joué en Namibie rappelle que les clauses, les chiffres et les juridictions ne sont jamais neutres. Ils façonnent des trajectoires individuelles bien plus sûrement que les discours solennels. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà refuser que l'avenir soit négocié sans regard citoyen. Ce récit ne demande pas d'adhésion, encore moins de célébration. Il propose un cadre de vigilance. Suivre ces évolutions, comparer les données, interroger les choix opérés ailleurs permet de reconnaître plus tôt les signaux faibles, là où d'autres ne voient qu'une annonce technique. L'exemple namibien, mis en miroir avec des précédents, comme celui d'Ibrahim Traoré, montre qu'une décision devient décisive lorsqu'elle est lue, discutée et évaluée publiquement. Participer à cette conversation, c'est prolonger l'analyse au-delà d'une vidéo ou d'un article. C'est accepter que la transparence se construise aussi par les questions posées et les débats ouverts. Avant de refermer cette page, une interrogation demeure volontairement ouverte. Dans votre propre contexte, quels chiffres et quelles règles mériteraient d'être examinés de plus près?